Fahrenheit 451, nous avons déjà la recette de l'autodafé. Paulo Coelho, Amélie Nothomb, Marc Lévy, les candidats au bûcher ne manquent pas. Mais calmez-vous, je parle bien entendu des romans et pas des personnages. À l'ère du Netflix et du méga divertissement, la question se pose réellement et de manière objective. Faut-il brûler les romans, ne serait-ce que pour faire de la place à nos écrans plats ? Oubliez ce vestige bourgeois, celui qui traîne dans les bibliothèques pour se donner l'air. Cependant, l'œuvre de Cervantes tutoie encore les étoiles, celle de Céline a donné sa voix au prolétariat, et le premier livre de l'auteur ou de l'autrice, pour la titiller un peu, que nous recevons, fait figure d'anomalie dans le monde contemporain de l'édition. Candiac disait qu'il fallait être reconnaissant aux artistes de mettre des mots sur des mots, MAUX. C'est donc avec joie que nous recevons Marion Messina pour répondre à cette question, faut-il brûler les romans ? Marion Messina, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, avec grand plaisir. J'ai eu énormément de retours positifs sur Internet quand j'ai publié l'affiche. Donc vous avez énormément de fans, même au Maroc d'ailleurs, pas uniquement en France. Et ça ne m'étonne pas. Donc je rappelle que votre premier roman, Faux départ, a été publié en 2017. Et le temps passe vite et il n'y a toujours pas de second roman. Mais si, ça tombe mal, c'est pour fin août. D'accord, génial. C'est toujours dans la même lignée que le premier, que Mohamed Samdi, que je salue d'ailleurs, qui nous accompagne, a dévoré. Ouais. Alors, cher ami, bonjour. Oui, bonjour. Ça Prêt va pour le... Oui, très honoré de pouvoir échanger avec Marion Messina. On est deux alors. Et donc, le deuxième roman, c'est pour fin août en France, et quelques semaines plus tard au Maroc. En général, c'est le délai. Je pense que vous aimeriez en parler un peu pour vos fans et vos lecteurs. Alors c'est la première fois que je vais en parler. Oui. C'est la première fois que je vais en parler sur Internet. Donc c'est une anticipation politique et sociale. Donc dit comme ça, j'ai l'impression que je suis déjà en train de poser une étiquette dessus. C'est le roman de la France de la fin d'année 2026. En nous maintenant sur les voies que nous avons déjà empruntées depuis au bas mot 20 ans. Voilà, donc avec une accélération et avec un embrasement du pays. Voilà. D'accord. J'aime beaucoup la... Merci pour le teaser, ça donne envie de lire. Alors, il y a déjà eu spoil et teaser, il va falloir faire très attention. Sinon, je vais vraiment venir au Maroc me fâcher. Alors, pour entamer le sujet... Comment êtes-vous déjà arrivé au roman ? Parce que le roman, c'est un fourre-tout, c'est-à-dire on peut tout y mettre. Il y a le roman mainstream, celui de l'hégémonie, de l'oligarchie et de la pensée mainstream, et également le roman révolutionnaire, le roman qui conteste l'ordre établi, le roman dystopique. Donc le roman est une catégorie très large, et comment êtes-vous atterri là-dedans ? C'est la première fois. Déjà, là, j'ai un peu l'impression que vous donnez la définition de l'essai, quoi. C'est fourre-tout, et ça peut être révolutionnaire ou hyper mainstream. Donc, pas faux. Vous marquez un point. Voilà. Merci. J'espère que Mohamed Samdi tient le compte. Donc, 1-0. Ouais, c'est 1-0. Donc, comment je suis venue au roman ? Je n'ai vraiment pas eu le choix. C'est-à-dire qu'à l'âge de 6 ou 7 ans, je savais déjà que ça allait faire partie de ma route. Et il y a une question qui me désarçonne toujours quand on me la pose, c'est précisément celle-ci. C'est comment êtes-vous venu au roman ? Je ne sais jamais quoi répondre parce que je pense que... pour la plupart, précisément, des auteurs publiés aujourd'hui, on a très peu de ce que je qualifierais pompeusement d'écrivain naturel. Et D'accord. En fait, un écrivain naturel, c'est dès l'enfance que le roman va se trouver au bout de sa voie. Et moi, j'étais même très frustrée parce qu'à 6 ou 7 ans, je savais que j'allais écrire quelque chose. Alors, je pensais, comme je lisais beaucoup de romans de voyage et d'aventure, que j'allais être une sorte... de Sylvain Tesson, mais sans la pause dans le 7e arrondissement de Paris. Et, pourquoi pas à l'avenir ? Mais la dernière fois que j'ai fait un long voyage, pour l'anecdote, j'ai quitté l'aéroport de Madrid avec une chanson d'Enrique Iglesias qui me tapait sur le système. Je suis arrivée à l'aéroport de Lima et j'avais exactement la même chanson d'Enrique Iglesias qui me tapait toujours sur le système après 15 heures de vol. Et ça gâche un petit peu le plaisir quand même de l'exploration. Voilà, donc peut-être traverser la France et puis l'Europe à pied, ou pourquoi pas un jour, en m'étant sacrément entraînée
partir du Finistère et aller jusqu'à Vladivostok sur plusieurs années, pourquoi pas, tout en sachant que fatalement, à un moment donné, je serais amenée à marcher sur de l'asphalte et à parler globish avec des paysans du fin fond de la toundra. Donc, Et trouver un McDo ouais. quelque part. Oui, voilà, donc Jules Ouais. Verne, c'est fini. Comme disait Debord, c'était bien, mais il faut savoir faire son deuil. Sauf qu'il disait ça pour la France, c'est dommage. Euh, donc moi, je rêvais beaucoup d'écrire des romans d'aventure, je rêvais d'être un petit peu une Tintin, donc autant vous dire que mes années de scolarité obligatoire m'ont semblé très longues, qu'à l'université, j'ai pas tenu plus d'un semestre, et qu'ensuite, j'ai vraiment le souvenir que pour l'anniversaire de mes 19 ans, on m'a demandé ce que je voulais et j'ai répondu, j'aimerais déjà en avoir 40, parce que je voulais absolument avoir du vécu pour écrire et je n'ai pensé à ça que pendant des années d'écrire. Donc, comment je suis venue au roman? Eh ben, dès l'enfance, par ma Exactement. bibliothèque, probablement, mais j'ai pas Il y a entendu 3 parler. trucs que je retiens qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est que, effectivement, comme vient de le dire Mohamed Samdi, le roman est venu à vous. En fait, vous n'avez pas cherché, mais voilà, c'est venu, une forme de transcendance qui vous a traversé. Donc peut-être que, voilà. Et puis le deuxième élément, c'est que le roman n'est pas un métier. C'est une vocation. Absolument pas. On le découvre très tôt, effectivement, cette volonté de sublimer les choses, de les inscrire dans une trame narrative, de donner du sens à son environnement par le roman notamment et à son époque. Et il y a le troisième élément que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Je cède la parole à mon ami Mohamed Samdi. Oui, en fait, c'est une question que je lui avais posée en off, mais j'avais trouvé sa réponse tellement intéressante que j'aimerais bien que tout le monde en profite. C'est comme j'avais lu, en fait, au départ, je l'ai lu en 2019, en plein confinement. Ça a été une vraie bouée de sauvetage pour moi, vu les conditions médicales, on va dire, pour ne pas être... Écoute, c'est pas la peine de striker ma chaîne. Non, je vais pas striker ta chaîne. C'est pour ça que je me retiens. Voilà, on peut en parler en off, mais voilà. C'est pour ça que je suis très, très reconnaissant envers Marion Messina pour ce roman. Et comme je lui disais, j'avais vraiment mis en sorte une sorte de veille sur Internet pour voir quand est-ce que le deuxième roman sortirait, parce que pour moi, ça allait être dans la foulée. Et ça a tardé, enfin, si je peux me permettre un jugement de valeur. Et donc, la question qui m'est tout de suite venue à l'esprit, c'est pourquoi autant de temps entre Faux départ et celui qu'on se fait la joie de lire en août, Inch'Allah. Bon, vous pouvez même connaître en avant-première le titre, donc c'est La peau sur la table. Et le laps de temps entre Faux départ et enfin le laps de temps conséquent entre Faux départ et La peau sur la table s'explique par plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que je ne peux pas écrire sans inspiration. Et par inspiration, j'appelle le moment au cours duquel je sens qu'il faut que je mette tout en suspens, absolument tout, que je m'asseye et que j'écrive des choses qui, en fait, ont déjà été préparées dans mon esprit au fil du temps sans que je ne m'en rende compte. Et à mon sens, les meilleurs chapitres que j'ai écrits se sont toujours écrits comme ça. À un moment donné, je m'asseyais et ça venait tout seul. Parce que, en me donnant le droit de faire 1000 autres choses, je laisse mon cerveau faire le travail de pré-mâchage et en fait de pré-mâchage, de fondation, de construction et d'essuyage des plâtres. Donc, ça ne doit pas faire le bonheur de votre éditeur, j'imagine. Non, pas du tout, mais surtout que j'ai changé d'éditeur entre-temps, donc il est vraiment pas heureux, le premier. Je le salue au passage. Donc c'est un texte assez fameux de Max Weber qui donne des conseils à des étudiants et qui dit allez vous promener en forêt si vous voulez faire de la sociologie et écrire votre thèse. Donc c'est un conseil que j'ai pris au pied de la lettre. Je vais beaucoup marcher, je fais 1000 choses. Et là c'est très drôle, c'est que les auteurs que je rencontre la plupart du temps me disent, un peu comme des pianistes, que eux écrivent minimum 2000 signes par jour, quoi. Comme le danseur se sent obligé de bosser à la barre tous les jours. Et en fait, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne pourrai jamais me retrouver devant une page blanche et faire 2000 signes médiocres ou insatisfaisants si ça n'est pas venu de quelque chose de plus profond que ma conscience. Donc là, il pourrait presque y avoir un psychiatre, un neurologue ou un psychanalyste ou que sais-je pour écouter ce que je dis, mais je pense que ça se joue au-delà de ce que je perçois. Donc, je ne peux pas, comme un bon travailleur, faire mes 2000 signes quotidiens. C'est impensable. Et puis, je me nourris d'énormément de
de choses. Donc, quand je n'écris pas, c'est parce que la plupart du temps, je lis. Et donc, récemment, j'ai lu Ivan Illich, qui a aussi nourri une réflexion de romancière sur la manière d'habiter le monde, dans son texte fameux sur la non-évolution de l'habitat, ou en tout cas sur le fait que l'habitat, tel qu'il était pensé aujourd'hui, était la marque qu'on n'habitait plus la Terre, mais qu'on ne faisait qu'y passer en tâchant d'être le plus anonyme possible. Donc ce texte est absolument grandiose. C'est impossible quand on est romancier de lire ça et de ne pas s'en nourrir à un moment donné. Donc j'ai aussi lu Debord. Donc là, autant dire que ça, une fois que je m'y suis intéressée concrètement, ça a fait exploser mon crâne. Simone Weil, Pasolini, dans une moindre mesure Castoriadis, Carl Schmitt. Donc il y a énormément de choses qui viennent me nourrir. Et là, c'est le point aussi qu'on ne soulève pas assez, c'est que les écrivains qui sortent un bouquin par an ne lisent pas. Et c'est très compliqué d'écrire si on ne lit pas. En tout cas, je ne sais pas ce qu'on écrit, mais ça me semble pas possible. Et ensuite, donc il faut voir, pardon pour cette réponse un peu longue, il faut voir aussi que je voulais écrire au tout début un roman sur les gilets jaunes. Donc j'avais d'abord écrit un roman avec des gilets jaunes, et j'ai commencé au bout de 6 mois de rédaction à peu près, à tourner en rond avec ce roman-ci parce que j'avais le sentiment d'être l'esclave du documentaire ou de la forme journalistique. C'est-à-dire que je regardais des heures et des heures de vidéos enregistrées, je commençais à prendre des notes, on chante la Marseillaise, on tape les gens de telle manière, à telle minute, de tel acte, il se passe tel truc, et ça commençait vraiment à m'emmerder, et quelqu'un dans l'édition, qui n'est pas mon éditeur, mais que je connais bien, m'a dit, de toute façon, si tu écris un roman sur les Gilets jaunes, je préfère te le dire tout de suite, la presse n'en parlera que très peu, voire pas du tout. Donc ça, c'est pas rien. Et ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté le roman, mais je sentais que c'était pas ce roman-là qu'il fallait que j'écrive. Mais j'ai néanmoins gardé les personnages, et j'ai eu l'idée de transposer l'action dans un futur proche pour pouvoir finalement me débarrasser de l'aspect documentaire de ce bouquin, et tout en pouvant faire dire à mes personnages les mêmes choses, mais si je puis dire en pire, puisque la situation de mon deuxième bouquin est nettement pire que celle des Gilets jaunes, qui étaient déjà désespérés. Voilà. D'accord. Donc il y a le troisième élément que vous venez d'évoquer, c'est la question du vécu et la question de la stimulation, autant en termes d'inspiration qu'intellectuelle. Par la lecture, la relecture, parce qu'on ne relit jamais 2 fois de la même manière le même livre, c'est un peu comme Héraclite, on ne se baigne jamais 2 fois dans la même rivière. Et puis il y a le livre concret, et puis il y a le livre du dehors, c'est-à-dire le monde qui nous environne, le fait de marcher dans la forêt, le fait, etc. Mais il y a un autre élément que vous venez d'évoquer indirectement, c'est ce que je qualifierais de spiritualité. Je ne parle pas de religion, mais de spiritualité. C'est-à-dire de quelque chose qui nous transcende et qui nous amène à un certain moment à être prêt à écrire, un peu comme un prophète qui est prêt à recevoir la révélation et qui réclame une forme de retraite du monde, de s'éloigner de toute influence négative, etc. Peut-on dire que tout romancier authentique, si je puis me permettre l'expression, ne peut être que spirituel à sa manière ? Ah oui, ça j'en suis convaincue. Mais parce que déjà, écrire est à la fois un sacerdoce, donc un acte d'espérance. Je pense qu'un écrivain qui rencontre très peu de succès dans sa vie va toutefois mourir en disant qu'il sera lu plus tard. Mais quelqu'un de terre à terre s'en fout. Il va surtout voir combien il a vendu. Et oui, il va regarder combien il a vendu, combien de personnes l'ont reconnu dans la rue, combien de rencontres en librairie, en collège, que sais-je, il a pu faire. Et l'écrivain authentique a ce recul sur lui-même de se dire finalement je suis le microscopique élément d'une chaîne, ce que je fais n'est pas indispensable, mais ce que je fais va peut-être rencontrer que 2 ou 3 personnes et trouver ce sens à travers 2 ou 3 personnes. Donc là, je reviens sur le domaine religieux, sans bigoterie de ma part, ça se saurait, mais dans la Bible, vous avez une parabole comme ça de Jésus dont je ne me souviens pas très bien, mais dont le sens est que on va parfois mourir en pensant avoir eu une vie sans fruit parce qu'on n'a pas eu d'argent, on n'a pas eu de confidents, on n'a pas eu d'amis, on n'a pas eu d'enfants, on n'a pas eu de grande maison, et pourtant
dans le temps, on découvre qu'on a eu une influence considérable sur des gens à travers les époques, ou qu'on a eu une influence sur des gens qui ne nous l'ont jamais dit, et que finalement toute vie porte ses fruits. Et donc après, si on croit en Jésus, la conclusion de la parabole, c'est voici, acclamons le Très-Haut. Enfin voilà, tout ça on connaît. Donc moi, je suis convaincue de ça, pas par rapport à la religion, mais par rapport au sens. Je suis convaincue qu'il n'y a aucune existence surnuméraire et qu'il n'y a aucune existence dépourvue de sens. Et c'est aussi pour ça que j'écoute énormément les gens, que je recueille leurs confidences avec beaucoup de respect, parce que ça leur fait du bien probablement sur le moment, mais moi je suis convaincue que ça me nourrit bien des années après. Et je ne vois pas comment on peut écrire donc sans penser au fait qu'à un moment donné ça va nous échapper et que ça va nourrir d'autres personnes, quitte à ce que nos propos, elles les réinterprètent à leur sauce et qu'elles en fassent quelque chose de différent. Un écrivain, on va dire, matérialiste ou étroit d'esprit, va justement faire l'inverse de ce que je fais aujourd'hui. Il va surveiller à qui il parle, il va s'assurer qu'on n'interprète pas ses propos de travers, il va se sentir obligé d'être dans les réseaux sociaux pour pouvoir publier des communiqués quand quelqu'un qu'il n'aime pas ou qui n'est pas dans les petits papiers de je ne sais qui dit quelque chose de son travail. Il y a des noms qui viennent à l'esprit bizarrement. Moi aussi. Et mes livres, je les vois vraiment comme des enfants que j'aurais mis au monde et ensuite qui font leur vie sans moi. Donc là aussi, il y a un lien entre guillemets spirituel avec le bouquin dont je ne suis que la mère accoucheuse, comme je peux dire un peu salement. Je suis convaincue qu'ils passent par ma tête parce que je dois les écrire, mais qu'ensuite ils ne m'appartiennent plus. Et c'est aussi pour ça que je peux en parler à tout le monde. Il n'y a pas de plan de carrière pour mes bouquins, il y a encore moins de plan de carrière pour moi. Et c'est aussi la raison pour laquelle, comme vous le disiez, ça ne peut pas être un métier. C'est avant tout un sacerdoce déjà, parce que écrire un bouquin qui se présente, alors c'est pas le mien, hein, mais qui se présente sous ce format-là de 250 pages, on peut avoir l'impression que c'est un travail de 2 ou 3 mois, que c'est quelque chose de presque périphérique à un moment donné de sa vie, sauf que c'est le titre de mon deuxième livre, vous vous asseyez, et c'était Céline qui disait ça, pour écrire, vous mettez votre peau sur la table. Donc, vous ne venez pas écrire avec votre vécu, votre ego, les boursouflures de votre ego, votre nafs, si j'ai bien suivi. Vous essayez d'arriver absolument épuré de vous-même. Donc, c'est un peu, effectivement, l'état qu'essayent d'atteindre les religieux dans la méditation, quand ils finissent par ne penser plus à rien et à oublier qu'ils sont même incarnés. Donc voilà, peut-être que je pars dans tous les sens, mais Non, tout à fait, on est toujours là. L'écriture de mon deuxième livre a littéralement été un sacerdoce, parce que je suis aussi un écrivain très artisanal et qui fait attention absolument à tout. Donc avant qu'un bouquin soit présenté au public, il ne faut pas qu'il y ait un point-virgule dont je ne sois pas satisfaite. Et donc je fais partie de ces écrivains à l'ancienne, si on peut le dire, qui se réveillent à 4h du matin en disant putain, mais page 72, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cet adverbe. Et donc, j'allume l'ordi à 4h du matin pour enlever l'adverbe page 72, qui à un moment donné m'empêche de dormir. Et sans balancer, parce que ça prendrait trop de temps, c'est pas tout le monde qui fait comme ça. Voilà. Donc, il y a effectivement plein de parallèles qu'on peut établir avec les passages bibliques, notamment la question du fait d'accueillir ou d'être le réceptacle du Verbe de Dieu, du point de vue religieux, par rapport à la Vierge Marie. Donc l'écrivain, c'est un peu tous les écrivains, entre guillemets, authentiques, sont des Vierges Marie. C'est-à-dire qu'il y a le Verbe qui descend, qui s'incarne en eux, et puis qui finit par enfanter quelque chose de divin, quelque chose qui échappe à la mort. Oui, absolument. Et puis, alors là, je vais me faire plaisir en évoquant un des romans que j'aime le plus, donc Martin Eden de Jack London. À un moment donné, on pose la question au protagoniste, donc Martin Eden, tout au long de ta vie, il n'y a eu que des bâtons dans les roues, et pourtant aujourd'hui tes livres se vendent, tu es un auteur reconnu, et comment ça se fait? Et Martin Eden répond lui-même qu'un livre est un miracle, et qu'un livre qui doit exister existera quels que soient les obstacles placés sur la route. Et dans la littérature contemporaine, si je puis dire, l'exemple le plus frappant, c'est vraiment Le Vie et Destin de Vassili Grossman, parce que le manuscrit a été dérobé par le KGB. Grossman, d'ailleurs, en est mort en pensant que le chef-d'œuvre de sa vie était détruit. Et ce que ne savait pas Grossman, alors là, j'ai un petit doute, mais c'est qu'il y a une histoire avec sa secrétaire, donc je ne sais plus si la secrétaire avait gardé les rouleaux, qui servaient un peu à l'époque comme les pellicules des photos argentiques de traces,
ou si elle avait conservé un double du manuscrit chez elle, mais lui est mort de chagrin en pensant que son roman ne pouvait pas exister. Et puis là, on parle quand même de gros bâtons dans les roues, parce que le KGB l'a confisqué, il était impossible de le publier dans l'espace soviétique. Malgré tout ça, ce livre a existé. Et récemment encore, je rencontrais une libraire âgée qui me disait que quand elle avait perdu son fils, pour ne pas se suicider, elle avait lu Vie et Destin. Donc, il y a effectivement quelque chose de, oui, aux olmos, de divin ou à minima de spirituel dans l'existence du roman en tant que tel, pour celui qui doit exister et non pas juste occuper la table des libraires pour que les auteurs aient leur avaloir, quoi. Oui, ça me fait penser à John Kennedy Toole aussi, la conjuration des imbéciles. Oui, absolument, oui. Je pense qu'il s'est suicidé très jeune et que c'est sa mère qui a fait tous les éditeurs des États-Unis pour que le livre puisse paraître. C'est un bijou de roman drôle, misanthrope, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Non, mais alors, juste, si ça peut permettre de faire découvrir ce petit recueil à ne serait-ce qu'une ou deux personnes qui nous écoutent, plus proche de nous, il y a une histoire similaire d'un ouvrier dans l'usine Foxconn, qui est une industrie ville abominable dans la Chine, qui emploie 500 000 personnes pour les fabrications des smartphones. Et donc, un des ouvriers s'est suicidé tandis qu'il écrivait des poèmes. Et les poèmes ont été publiés dans plusieurs langues, sont au cœur d'un recueil de poésie. Donc en français, c'est La machine et ton seigneur et ton maître. Et c'est effectivement une poésie écrite par quelqu'un qui a l'âme d'un poète. Ça ne fait strictement aucun doute. Donc là, on a encore une histoire d'œuvre qui survit à l'auteur. Et les exemples sont quand même trop nombreux pour croire à la contingence. Voilà. D'accord, alors pour entrer maintenant dans le vif du sujet, faut-il brûler les romans? Déjà, parlons un peu de l'émergence de ce genre littéraire qui est moderne, qu'on le veuille ou non. Parce que pendant longtemps, il y avait la tragédie grecque, il y a la poésie, il y avait la prose poétique, etc. Il y avait ce qui pourrait être qualifié aujourd'hui d'essai, notamment avec Aristote, le premier à avoir compilé, cherché à structurer avec une nomenclature, avec une hiérarchie bien claire. Alors, l'émergence du roman correspond à quoi en termes historiques, en termes métaphysiques? Est-ce qu'elle est la révélatrice d'une chute qualitative en termes de spiritualité, de... Bon, là, j'entre sur le terrain de Guénon. Mais c'est probablement, je suis à ma façon un agent du Kali Yuga, je le sais parfaitement. On l'est tous. Voilà, nous le sommes tous. Déjà parce que le simple fait d'écrire est déjà perçu dans l'âge d'or comme un signe de décadence. Donc nous sommes éminemment décadents, même si aujourd'hui nous causons. Mais il me semble, alors sans vouloir renvoyer la patate chaude à votre acolyte, que Mohamed Samdi avait quelques éléments de réponse à ce sujet. Ah oui. Désolé. Oui, c'était par rapport à la théorie de Lukács dans Théorie du roman. En fait, il part d'une idée. L'idée principale du livre, c'est de dire qu'il y a deux grandes catégories du livre, si on peut dire. Il y a la tragédie et l'épopée. D'accord. Et pour lui, le roman, c'est un sous-produit de l'épopée, en fait. Alors déjà, définissons les termes. On parle d'épopée. Qu'est-ce qu'on entend par épopée? C'est-à-dire que tu as le héros qui quitte sa patrie pour... c'est un peu... Pour garder nos spectateurs, c'est un peu le Hobbit dans Le Seigneur des Anneaux. Celui qui quitte son chalet pour aller vivre la grande aventure et qui revient transformé. Et qui, grâce à cette épopée, devient meilleur et ramène à lui tout ce qui est transcendant et tout ce qui fait qu'un être humain est un être humain. Donc c'est une forme de démarche initiatique. Voilà, exactement. Par contre, la tragédie, en général, il finit mal, le héros. Il finit mal, mais pour Lukács, on est plus proche des dieux dans la tragédie que dans l'épopée. Mais c'est des dieux immanents, c'est-à-dire des dieux qui descendent, qui nous parlent, même qui copulent avec des femmes humaines, des demi-dieux. Alors que dans l'épopée, on est déjà dans la subjectivité humaine. Pour donner le pendant marxiste. D'accord, maintenant tu relances la patate chaude, s'il te plaît. Marion, 1 heure de colle. Non. Je peux pas copier des lignes plus tôt. Alors, de quoi le roman est-il le nom? De quoi est-il le symptôme? Je pense qu'il est toujours le symptôme d'une impossibilité à exprimer directement des choses. Probablement déjà faute de public. Je pense qu'on n'écrit pas de roman quand on a un auditoire
respectueux, et puis pour le dire un peu vite, haut niveau. Voilà, donc on finit toujours par écrire pour chercher un autre éditoire, pour se chercher éventuellement d'autres amis lointains. Et on écrit parce que... alors là, je renvoie la patate chaude à une amie, mais qui ne peut pas s'exprimer, mais qui m'a trouvé une très belle formule récemment. Très pratique. Oui, je la remercie d'ailleurs. Elle m'a dit, c'était moi qui lui disais, je ne sais pas pourquoi j'écris dans cette époque d'abruti, parce que j'étais dans le métro, personne ne lisait. Je suis passée devant une poubelle, et là, ça aurait pu être, comme dans les tableaux du 17e, ça aurait pu faire une vanité. Donc à l'époque, on mettait des verres de cristal, des luttes, et puis des chapons. Et là, en fait, il y avait énormément de bouquins devant une poubelle, parce que je suppose qu'une personne âgée était morte et que les descendants ne savaient pas quoi faire des bouquins, donc c'était devant une poubelle. Et là, je me suis dit, j'ai décidé d'écrire dans cet espace-temps. Voilà. Et donc, j'ai pris la photo des amoncellements de livres. Il y en avait vraiment plusieurs dizaines. C'était une bibliothèque entière. J'ai pris cette photo, je l'ai envoyée à mon ami et je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi j'écris dans cette époque. Question que je me pose tous les jours. C'est pour ça que je parle peut-être parce que vous écrivez avant tout pour vous, davantage que pour les autres. Parce que c'est un besoin, quelque chose qui vous dépasse, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Oui, de toute façon, même le jour où il n'y aura aucune publication et aucun lecteur, je continuerai et j'écrirai avant même d'être édité. Donc, mais quand je fais le lien avec le sacerdoce, c'est que les gens dans la vie, alors là, je ne sais plus si on dit monastique ou monacal, voilà, écrivain, hein, mais en plein Kali Yuga quand même, les personnes dans les monastères vous disent souvent qu'elles sont même plus en proie au doute que les autres, puisqu'elles ont fait de cette voie leur vie, et que ça les a tellement engagées qu'elles se posent bien plus de questions que finalement le croyant qui va à la mosquée tous les vendredis, ou le chrétien qui va à l'église le dimanche. Voilà. Les personnes qui ont décidé d'avoir une vie de dévot ont beaucoup plus de doutes que les autres. Et c'est là que Bernados répond, mais la foi, c'est le doute moins une minute d'espoir. Bernanos, quoi. Et donc moi, j'ai parlé donc à mon amie en lui disant que je ne comprenais pas pourquoi je continuais à écrire, et elle m'a dit, vous savez, écrire, c'est se prémunir de l'euthanasie. Et c'est bien qu'elle ait dit euthanasie, parce que c'était quand même très contextuel. Ça revenait à dire, dans ton cas, ma jolie, si tu arrêtes d'écrire, tu te flingues. Donc de toute façon, tu n'auras jamais le choix. Et donc, le roman est je dirais, une pulsion de vie, comme il y en a beaucoup d'autres. Mais oui, comme je vous le disais, de toute façon, au début de la rencontre, j'ai su vraiment vers l'âge de 6 ou 7 ans que je n'allais pas y couper. Donc je pense que comme ça fait partie de moi, je ne peux pas y échapper. Mais en écrivant, j'ai souvent cette image de bouteille lancée à la mer. Et je veux dire, si le roman est arrivé jusqu'à Mohamed, quelque part, ça me donne raison aussi. Puis il a dû voyager beaucoup plus loin à travers Internet et puis les valises diverses et variées, mais je suis toujours impressionnée quand quelqu'un vient m'écrire, parce que je me rends compte que le roman va beaucoup plus loin que ce que je peux imaginer depuis là où je suis. Et puis tant mieux. Mais de quoi est-il le nom ? De ma pulsion de vie, voilà. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que j'établis spontanément un parallèle avec une lecture très matérialiste, en l'occurrence anthropologique, qu'effectivement, quand on parle de la Renaissance, parce que quand on parle de Cervantes, on parle de l'émergence de cette Europe-là, avec la modernité qui va conquérir le monde. D'ailleurs, il était manchot parce qu'il a perdu un bras lors de la bataille de Lépante contre les Ottomans, qui était une bataille navale. Et c'est le début, la Renaissance, c'est le début du désenchantement du monde, de l'évacuation du religieux, de toute cette magie qui donnait du sens à l'être, à l'univers, à la mort, à la vie, à tout. Et que peut-être le roman a commencé graduellement à émerger comme une forme de cri de détresse, de tentative désespérée de réenchanter un monde qui est en train d'être désenchanté. Peut-être. Oui, absolument. Oui. Et ça rejoint parfaitement. Je me suis aussi fait cette réflexion en me disant que il n'y a pas de livre non religieux avant la Renaissance et aussi avant l'invention de l'imprimerie. Et donc, quand c'est la technique qui vient soutenir l'évolution anthropologique, c'est que, par définition, on est dans la modernité.
Tout à fait. Et en plus, ça coïncide avec la généralisation de l'alphabétisation dans le monde protestant, parce qu'il fallait effectivement supprimer tous les intermédiaires entre Dieu et le croyant, et puis vers le monde catholique. Et donc on entre dans la quantité. Donc on n'écrit plus pour un microcosme de gens outillés intellectuellement pour comprendre la subtilité du texte, mais on écrit pour la masse, globalement. Oui, c'est ça. Bon, bien évidemment, c'est à relativiser, puisque la masse lettrée au XVIe siècle, j'aimerais beaucoup l'avoir pour moi aujourd'hui. Mais oui, il y a vraiment un lien à faire entre l'humanisme qui place l'homme au centre du cosmos, l'invention de l'imprimerie et le début de la déchéance de Dieu et de la religion par l'arrivée, entre autres, du protestantisme. Mais le protestantisme, c'est déjà le fruit, bien avant cela, des cathares, de la gnose. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses. Tout ça est très complexe. Mais à un moment donné, les planètes se sont alignées et le roman, effectivement, est le fruit de la technique et du début du Dieu déchu. Voilà. Et donc, il y a un besoin de présenter les hommes dans leur complexité, et il n'y a que le roman qui permet de faire ça. Sinon, on a des textes religieux ou des textes très symboliques, mais finalement, le plus grand texte du Moyen-Âge, Tristan et Iseult, on ne va pas vraiment chercher au fin fond de la psychologie de chacun. À leur façon, on sait que c'est un roman, si je puis dire, archétypal, puisque c'est avant tout une allégorie. Oui. Mais le roman, c'est vraiment là qu'on commence à gratter au fin fond de l'être humain, puisqu'on considère que l'être humain est infiniment précieux, infiniment, que Dieu me pardonne ce néologisme, est infiniment découvrable. Et donc, il y a tout un rapport à l'humanité même qui change avec le roman. C'est pour ça que je dis que je suis un enfant du Kali Yuga. Les lecteurs de Guénon auront compris. Mais oui, c'est le genre qui place l'homme au centre, parce que si on en a vraiment envie, dans le roman, on peut faire... un auteur, à mon sens, qui n'est pas apprécié à sa juste valeur, c'est Stefan Zweig. Lui est capable de faire 80 pages sur un état d'âme de quelqu'un qu'on verrait un petit peu froidement comme une bourgeoise sans intérêt, et il sort 80 pages sublimes. Voilà. Et la quintessence du roman, elle est aussi chez Stefan Zweig, qu'on mésestime, vraiment. Qui d'ailleurs s'est donné la mort. Oui, lui aussi. Au moment avec sa compagne, je crois au moment de la déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, au Brésil, il me semble, où d'ailleurs il avait dû croiser Bernanos, qui lui essayait d'élever des vaches et qui est à moitié mort de faim. On voit la différence quand même entre le sang paysan français et puis le romantisme allemand, enfin autrichien en l'occurrence. Voilà. Mais oui, il y a un taux de suicide très important chez les auteurs, donc je ne sais pas comment depuis tout à l'heure je dois l'interpréter. Donc voilà, avant de passer la parole à Mohamed Samdi, donc on retient l'idée qu'avec le roman, on quitte le monde pur et éthéré des archétypes pour aller vers l'homme incarné avec toute sa complexité, où l'homme redevient un univers en soi. Mohamed Samdi ? Oui, alors qu'est-ce qui te dérange avec les romans contemporains ? Est-ce que déjà il y a roman et roman, c'est-à-dire les romans dans leur première phase d'émergence, et puis ce qu'on a évoqué dans l'édito, ce qui prédomine aujourd'hui. Mais oui, en fait, avant de te tu veux rebondir, oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Marion, parce que ça me fait penser à, bien sûr, encore une fois, à l'œuvre de Lukács et de Lucien Goldman, quand ils disent en fait que pour Lukács, un bon roman, c'est un roman où il y a une correspondance entre philosophie et histoire de la philosophie. Et je pense que Faux départ, c'est un excellent roman parce que justement, il capte l'ère du libéralisme à travers ces deux personnages. Tu as Aurélie qui est une Française autochtone qui souffre du libéralisme. Et son besoin d'enfant, son besoin d'être en couple, si je peux me permettre, son besoin d'être en couple n'est plus possible du fait du libéralisme. Et tu as Alejandro qui est entre guillemets citoyen du monde et qui est peut-être qui vit mieux à Paris qu'une autochtone. Et tu as leur couple, pour moi c'est, encore une fois, vous me pardonnez l'affiliation avec Houellebecq, mais c'est extension du domaine de la lutte en beaucoup plus beau parce que vu d'un point de vue féminin, vu du corps, vu du corps et de ce qui donne la vie. Tu vois, pour moi c'est...
Là, tu es dans ce qu'on appelle aujourd'hui le mansplaining. Un truc comme ça, ah non, au contraire, je dis ah non, du womansplaining. Oui, je dis qu'au faux départ, c'est du très beau womansplaining. Troisième anglicisme, on va se faire strike. C'est un néo-anglicisme en plus. Donc, non, par exemple, pour Lucien Goldman, quand il parle dans le Dieu caché, sa thèse, c'est de dire que l'œuvre de Pascal et de Racine, c'est le jansénisme appliqué au roman, au livre. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, faux départ, c'est le libéralisme expliqué à notre génération. Parce qu'on lit moins. Parce que, encore une fois, il y a une question de temporalité aussi dans le roman. Tu vois, quand on est salarié, est-ce qu'on a le temps de lire Proust quand on est salarié? C'est ça ma question. Non, mais c'est une question effectivement éminemment importante et très concrète. Tout est fait pour que les gens n'aient pas le temps déjà d'être avec eux-mêmes, c'est-à-dire une forme de méditation intérieure, de se poser les vraies questions et puis lire. C'est déjà... Voilà, et par exemple, pour en revenir encore une dernière fois à Lucas, Cervantes, c'est beau, pour lui Don Quichotte, c'est beau, mais c'est la seule œuvre qui est captée l'air du temps, c'est-à-dire là où Dieu quitte le monde. Et c'est beau, c'est lyrique parce qu'il pleure Dieu qui quitte ce monde. Mais après, il est impossible de réécrire. Tu vois, je ne vais pas écrire Don Quichotte au XXIe siècle. Non, mais il faut qu'il y ait un Don Quichotte. Oui, voilà, il faut qu'il y ait un Cervantes qui écrira le Don Quichotte de notre époque. Voilà. Qui sera autre chose. Mais ce que disait Marion au début, justement, ça me faisait penser à une sorte d'oracle. Quelqu'un, tu vois, il y a, je sais pas, des signaux, comme des signaux radiophoniques, des signaux divins. Et l'auteur, ce qui le distingue du commun des mortels, c'est de réussir à capter ce changement d'époque, ce changement d'humeur, ce changement de paradigme. À capter, à le traduire en mots. À le traduire en mots et à ce que ça touche quelqu'un de paumé comme moi, par exemple, qui a lu Faux départ pendant le confinement, qui a adoré parce que c'était ce que je ressens, c'était ce que je ressens. Ce que je ressentais couché sur du papier. Donc encore une fois, merci pour ce roman, si je peux me permettre. Ah oui, permettez-vous. Continuez. Est-ce qu'on appelle le massage de l'ego? Je suis en train de décrasser tout ce qu'il y a à l'intérieur. On me fait des compliments. Non, mais continuez. Voilà, c'était ça. Excuse-moi, mais j'ai pas... Non, mais alors la question, elle est adressée à vous deux. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce qu'on appelle roman aujourd'hui? Parce qu'effectivement, on peut s'interroger sur l'usage du mot roman. C'est le nombrilisme. C'est le fait d'avoir... déjà, il y a déjà la question de la médiocrité, de l'écriture. Ouais. Déjà, c'est important avant de parler du contenu. Donc, peut-on dire que... Non, parce qu'il y a des écrivains qui travaillent leur style, par exemple, Marc-Édouard Nab a un style magnifique. Mais le problème, c'est qu'il n'a rien à dire. Ouais, voilà, c'est la question du vécu, de la subtilité. C'est d'où le fait que Houellebecq et Marc-Édouard Nab avaient le même point de départ. Donc, ils étaient même voisins. Ouais. Mais l'un a un vécu qui a produit une forme d'approche nihiliste assez intéressante. L'autre est resté dans l'ego. Mais il écrit bien. Je dis, est-ce qu'écrit bien est une condition sine qua non, Marion, pour être romancier? Non, absolument pas. Alors, ça aide quand même. Mais la première question, c'est le fond et l'intention. On t'entend pas bien, Marion. Si tu peux juste te rapprocher du micro un petit peu. Voilà. Donc, je disais que le style pour le style, bon, ça aide. En tout cas, ça peut rendre la lecture plus agréable, voire carrément plus imbitable aussi. Hein. Donc, c'est un peu à double tranchant. Mais comme probablement 99% des gens ici, j'ai vraiment frémi en lisant 1984, qui, sur le plan de la stylistique, est assez médiocre. Donc, c'est pas qu'une question de style. Disons qu'un bon écrivain peut, sur le plan de la stylistique, être par moments un peu faible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui se contentent d'écrire des rédactions qu'on devrait arrêter d'écrire pour passer en troisième. Voilà. Donc, il y a stylistique médiocre chez le bon écrivain et stylistique absente chez quelqu'un en plus, généralement d'extraordinairement prétentieux. Donc, le roman contemporain, déjà, en fait, souffre du capitalisme, tout simplement. Mais comme, pour être honnête, à un autre moment, il a pu souffrir de l'Union soviétique avec des écrivains d'État. Mais curieusement, c'est les mêmes. C'est-à-dire que l'écrivain capitaliste aujourd'hui qui ambitionne d'écrire, enfin de concevoir un produit
qui va se vendre à 100 000, voire des fois 200 000 exemplaires, voire des fois 500 000 exemplaires quand c'est un carton à l'étranger, à sa façon, c'est un écrivain d'État. C'est-à-dire qu'il il répond à une commande, et cette commande n'est pas passée par l'État, mais par le marché. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on est en provenance directe des États-Unis des masters de création littéraire. C'est-à-dire que le livre est un produit. Donc, en fait, si on forme des pharmaciens, si on forme des ingénieurs, on peut très bien former des rédacteurs de contenu de produits. Voilà. Donc, avec tout un marketing qui va avec. Oui, et puis donc avec des sujets dans l'air du temps. Donc, il vaut mieux quand même écrire sur la transphobie systémique que sur les paysans qui sont en train de crever la gueule ouverte. Voilà. Oui. Il vaut mieux parler dans le féminisme des violences conjugales que des femmes qui prennent des antidépresseurs parce que 6 mois après l'accouchement, elles doivent retourner travailler à la caisse d'Auchan. Voilà. Donc déjà, il y a des modes, mais ces modes, c'est la même chose. Par qui sont-elles dictées? Elles sont dictées par le capitalisme. Enfin, je suis convaincue que quelqu'un comme Kluskar aujourd'hui aurait eu un sujet d'étude formidable avec ce qu'on trouve sur les tables des libraires. Et ce qui ne veut pas dire que les gens qui écrivent les bouquins ne sont pas eux-mêmes aveuglés au point d'être convaincus d'écrire quelque chose de très personnel, de très recherché. Mais pour en avoir abordé quelques-uns, une fois qu'on parle avec eux, c'est là, on va revenir un petit peu dans la spiritualité. C'est comme si finalement les gens qui se racontent des histoires, qui s'inventent des inter-égos, qui tombent dans l'imposture, avaient toujours finalement au fin fond d'eux-mêmes la vérité. Et il y a des gens, quand on arrive toujours à discuter avec eux et à gratter ce qu'il y a au fond d'eux, on se rend compte que finalement leur imposture, ils en ont conscience et que la vérité au fond d'eux, ils la connaissent déjà. Donc ça, c'est intéressant aussi d'un point de vue humain de voir que personne est tout à fait inconscient de ce qu'il est authentiquement. Et donc, pour répondre de manière concise à la question, le problème du roman contemporain, c'est le capitalisme, ou si on veut l'appeler autrement, la logique de marché, qui bien entendu a phagocyté tous les domaines, et donc l'art. Et donc, si on rapproche le roman contemporain de l'art contemporain, on voit très bien qu'il y a les mêmes logiques. On se fout du contenu, on achète parce qu'il y a un nom. Il y a des mercatos de maisons d'édition à d'autres, comme il y a des mercatos de joueurs de foot. Enfin, les logiques restent absolument les mêmes. Oui. Voilà. D'ailleurs, le parallèle est intéressant parce que dans un cas comme dans l'autre, par exemple, à l'époque du bloc soviétique, il y a un commanditaire, c'est l'État, les apparatchiks, avec l'idéologie, qui sert de filtre, de conformité ou non, d'un écrit. Et puis là, on a le marché, qui est toujours le commanditaire, avec une logique de filtre. Ce qui est subversif ne doit pas passer, mais ce qui est vendable et médiocre et produit un nivellement par le bas doit être promu même. Mais comme on est dans une logique dialectique, là encore, dans un cas comme dans l'autre, c'est parce qu'il y a une dictature bolchevique que ça produit une forme de résistance qui est géniale, qui est une forme d'échappée de ce génie. Et ça donne par exemple Maître et Marguerite de Bulgakov. Oui. Et de même que la logique du marché est une dictature qui ne dit pas son nom, qui est plus subtile, beaucoup plus complexe que les bottes des militaires, elle produit également des génies qui peut-être seront les Bulgakov de demain, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Encore Staline a eu au moins l'intelligence de ne pas liquider Bulgakov. Donc il a pu écrire encore quelques livres. Donc comment survivre aujourd'hui quand on est romancier, quand on a un vécu, quand on arrive relativement à se libérer de son ego, parce qu'on est tous porteurs d'un ego, comment continuer à écrire? C'est-à-dire le marché devient un rempart, un obstacle. Que conseillez-vous aux auteurs, hommes et femmes, qui sont encore porteurs de cette étincelle de vie, de cette authenticité, mais qui sont à 2 doigts de baisser les bras et de dire ça ne sert à rien? Je dirais ce que j'ai déjà dit un petit peu plus tôt dans la discussion, c'est que tout ça finalement nous échappe. Donc il faut écrire en sachant que si ça doit se faire, ça se fera forcément. Ça réclame une certaine foi, une destinée, dans une destinée du livre en tout cas, pas seulement de l'auteur. Oui, absolument. Non, il faut tout mettre dans le livre, tout. C'est pour ça que Céline disait qu'il mettait jusqu'à sa peau sur la table quand il écrivait. Oui. Il faut absolument tout mettre. Donc, tout son temps, toute son énergie, quitte à ce que ce soit bricolé, parce qu'on ne peut pas non plus bloquer 6 mois entiers de sa vie pour ça.
sur le plan pratique, il faut absolument garder une autre activité à côté. Vous vous rendez fatalement esclave du marché du livre si vous décidez que c'est le livre qui va vous faire vivre. Là, vous allez devoir prendre les commandes. Vous allez saisir que passer dans telle émission va vous débloquer, je ne sais pas, 3000 ventes en 24 heures. Donc, vous allez aller dans une émission. Donc, déjà, pas celle-ci. Voilà. On va déjà comprendre qu'il y a des émissions dans lesquelles ne pas aller et d'autres qu'il faut viser. Voilà. Donc, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'a priori, on veut être... voilà, on veut être goncourisable. Tout à fait. Bah, ça risque pas d'arriver chez On ne va pas chez des Marocains clouscardiens francophones, a priori. On essaye plutôt de viser la grande librairie. Donc voilà, si vous décidez que vos livres vont payer votre loyer, vous allez fatalement rentrer dans une logique d'embourgeoisement. Parce que d'abord, vous allez vous dire, moi, j'ai pas besoin de grand-chose pour vivre, il faut juste que ça paye mon loyer. Mais après, vous allez vous dire, ah, si ça peut aussi payer mes vacances, c'est bien. Et puis si ça peut payer telle ou telle chose, c'est soit qu'on trahit. Oui, ouais. Mais on va avant tout trahir soi-même. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'en ai vu quelques-uns, et je ne balancerai pas les noms, mais j'ai connu des gens avant le succès, et je les ai connus après. Et c'est toute la personne qui a changé. Et donc, après, quand on revoit ces gens, c'est même j'en connais quelques-uns, la manière de parler qui... Ah bah voilà, même vous en connaissez. On en connaît tous les deux. Voilà. Donc on voit que la personne elle-même change. Donc après, encore une fois, là on est sur quelque chose de faustien. Donc encore une fois de spirituel. Est-ce que je garde ma voix ou est-ce que je change de voix? Mais là, pour mettre les mots très connus là-dessus, est-ce que je vends mon âme au diable? C'est un peu ça. Donc je dirais aux auteurs sur le point de baisser les bras, ne les baissez pas, mais faites une pause si ça vous fait du bien. Lisez, parce que vous allez vous rendre compte que tous les gens qui vous ont précédé dans cette discipline ou dans cet art ont eu les mêmes moments de découragement. Enfin, si on pense à la vie d'Orwell, bon, il est mort quand même dans la pauvreté. Quand il est mort, 1984 avait été vendu à quelques centaines, voire quelques dizaines d'exemplaires, je ne suis pas sûre. Il a été clochard, ce qui lui a d'ailleurs donné un livre merveilleux. Et... c'est pas quelqu'un qui a tout fait pour se rendre aimable, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est lui qu'on cite, c'est lui qu'on écoute, si je puis dire, et c'est lui qui reste. Et sa maison est un lieu de pèlerinage à Londres. Voilà. Combien, en son temps, d'auteurs de cours, si on peut dire, a-t-il croisé dont on ne garde pas la moindre trace, quoi. Donc, si vous vous penchez sur la vie des auteurs qui nous ont précédés, ça a toujours été plus ou moins catastrophique. Et il faut tenir bon, parce que comme disait mon ami, c'est soit ça, soit l'euthanasie. Donc après, à vous de choisir. Tout à fait. Mais je pense aussi que justement, dans un marché de plus en plus dur, quelque part, si ceux qui ont envie de dire d'autres choses capitulent, de mon côté, c'est là que mon orgueil s'exprime. Il y a un côté, j'ai pas envie que vous gagniez, je vais quand même faire ma part pour vous emmerder. Voilà, donc c'est là que mon orgueil rentre, c'est un orgueil de résistant, de nana qui va jusqu'à la dernière goutte de sueur, quoi. Et pour l'instant, ça marche. Donc évidemment que c'est pas comparable avec les auteurs avec le bandeau rouge dans la vitrine du libraire fin août, qui sont invités sur tous les plateaux télé. Qui se sentent obligés de parader sur les réseaux sociaux, qui se sentent obligés de donner leur avis en permanence, mais toujours en maîtrisant leur coup. Hein. C'est un peu, pour ceux qui connaissent Les Inconnus, la figure de Florent Bunel. Hein. Les politiciens sont très très méchants, à part François Mitterrand qui est un bon président. Bon, c'est un petit peu ça. Et oui, voilà, de toute façon, allez-y, parce que c'est soit ça, soit l'euthanasie. Donc, dites-vous que vous y allez parce que c'est un combat de vie ou de mort, tout simplement. Et d'ailleurs, le juste milieu que vous évoquez, parce qu'il faut payer les factures, on ne peut pas vivre de l'écriture à moins de se trahir. En premier, me fait penser à un passage dans les évangiles où le Christ, au moment où il envoie ses disciples aller prêcher dans un village qui leur était hostile, leur dit « Soyez purs comme des colombes, mais rusés comme des serpents ». Comme des serpents, ouais. C'est magnifique. Il y a toute une morale à élaborer à partir de ça et toute une méthodologie à en déduire. Oui. Et il dit même que si en allant dans ce village, les villageois n'accueillent pas les disciples comme il se doit, il faut qu'ils en ressortent en époussetant leurs pieds, parce qu'il ne faudra même pas que la poussière de ce village les colle. Tout à fait.
mais que derrière, il n'y aura rien à faire parce que ce village sera jugé plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Donc là, effectivement, ce passage est sublime. J'en ai la chair de poule, littéralement. Parce qu'effectivement, on dirait que le Christ parle de ce monde-là. C'est-à-dire que c'est devenu le grand village. Ce village est devenu grand à l'échelle du monde. Le village global. Le village global, bah voilà. Alors on a trouvé le... Oui, tu voulais rebondir. Juste rebondir sur... j'ai une question en fait. Je ne sais pas si on a réussi à te convaincre de lire des romans, mais je sais que pour toi il y a une dialectique entre essai et roman. Je veux dire non, mais c'est question de tempérament, c'est pas un jugement de valeur. C'est une question de caractère, de tempérament et de parcours. Parce que dans ma trajectoire, j'ai pas été particulièrement confronté au roman, sauf ma mère qui m'a incité effectivement à lire un certain nombre de textes, Oscar Wilde, Portrait de Dorian Gray, Dostoïevski bien entendu, L'idiot, etc. Donc il y a eu des lectures obligées, mais qui ont été magnifiques. Effectivement, ça m'a transformé, etc. Mais j'avais toujours un penchant vers ce qui est structuré, hiérarchisé. Le côté logos, un peu qui prime sur le côté mythos. Mais c'est un caractère, c'est pas un jugement de valeur. Mais peut-être que je ne suis pas tombé sur les bons. Il faut lire faux départ. Pour avoir un bon départ. Voilà, pour avoir un bon départ. Non, mais ma question pour Marion, c'est ça en fait. Si c'est pour elle, une question toute bête. Est-ce que les pamphlets de Céline, par exemple, c'est le pendant des essais de Voyage au bout de la nuit? C'est-à-dire que si Céline n'avait pas écrit Voyage, il aurait écrit les pamphlets sans scénariser sa vie. Je ne sais pas si ma question est claire. Est-ce que comme on dit dans les milieux autorisés à Paris, il faut renvoyer les pamphlets et ne lire que les romans de Céline, ou est-ce que les pamphlets, c'est la face B des romans de Céline pour vous? Est-ce qu'il y a une dialectique, par exemple, entre roman et essai? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, vous essayer un essai? Sans mettre un minimum de... Je serais incapable d'écrire un essai sans mettre un minimum d'écriture romanesque dedans. Et puis, Céline n'a pas choisi l'essai antisémite pur. Il a choisi le pamphlet parce que, justement, son style le dévorait. Donc, il ne pouvait pas écrire quelque chose d'académique. Et moi, je connais même des essayistes qui m'ont dit que, finalement, la frustration de l'essayiste, c'était d'être coincé dans la forme objective, droite de l'essai, parce que finalement, avec une théorie des concepts qui déjà en fait excluent du monde, il y a tout un tas d'essais que vous ne pouvez pas lire sans avoir des concepts au préalable. Je veux dire, demain, vous ne mettez pas Kluskar ou Debord dans les mains de n'importe qui. Là où un roman inspiré de la société du spectacle, a priori, vous pouvez le faire lire et faire passer des choses. Et il y a, si je puis dire, un complexe déjà de l'essayiste vis-à-vis du romancier, parce qu'il sait qu'il n'a pas le langage sensible pour faire passer ses idées, donc il fait toujours passer ses idées par un langage froid qui exclut aussi des gens et en amène aussi d'autres qui peuvent être des imposteurs et se piquer d'avoir compris l'essai, alors qu'en réalité, ils ne l'ont pas compris. Moi, je suis convaincue que dans les facs, il y a aujourd'hui des minés et des minettes de 20 ans qui se piquent de rébellion par rapport à leurs profs et qui lisent Kluskar, mais en réalité, il faut déjà une sensibilité pour comprendre Kluskar, même si c'est un essai. Donc, pour revenir à Céline, je pense que le pamphlet est probablement un style auquel il s'est piqué, mais dans tous les cas, l'ambivalence essai-roman qu'on essayait d'aborder, à travers l'exemple de Céline, ça ne marche pas. Parce que même ces pamphlets sont littéraires, et je pense que même ces listes de courses n'étaient pas des listes de courses. Je pense qu'avec une figure comme ça, on n'a pas de toute façon de roman en face A et d'autres écrits en face B. Je suis convaincue que la moindre chose qui sortait de sa main était déjà un embryon de roman. Et donc, mais de toute façon, c'est quand j'ai un peu essayé de charrier Rachid au début de l'entretien et qu'il a essayé de me décrire un roman et que je lui ai dit, en fait, c'est un essai. Effectivement, c'est fourre-tout. Il y a la sensibilité de l'auteur. Parfois, il y a de la subjectivité aussi. Disons que le roman est un peu à mi-chemin entre l'essai et la dimension poétique et le poème. Oui, tout à fait. Oui. Mais c'est pour ça que c'est aussi difficile de définir le roman, c'est que je pense qu'il est au croisement de plein de choses, mais comme la géopolitique, comme vous le savez bien. Tout à fait. Non, mais ça me fait penser à un truc, parce qu'effectivement, cette rupture, elle ne date pas d'hier, on la retrouve même en philosophie, puisque chez ce qu'on appelle les présocratiques, déjà, ce qui est une catégorie assez particulière, il n'y avait pas d'essai, et il n'y avait pas de rhétorique linéaire. On n'exprimait pas à travers l'introduction, chapitre 1, chapitre 2, mais on écrivait, on pensait de manière poétique. C'est-à-dire Parménide, les fragments que l'on a,
c'est poétique, c'est rythmique, il y a une musicalité, il y a une rime. Donc on invoque la sensibilité, on invoque l'indicible, c'est-à-dire ce que les mots ne peuvent pas dire dans une forme linéaire, eh ben on peut les faire parler en invoquant le lecteur qui doit combler un peu les vides par l'imagination. D'ailleurs, c'est le propre du roman. C'est-à-dire le roman, en fait, il y a deux acteurs dans le roman. Il y a le romancier à travers le livre, et puis il y a le lecteur. Deux lecteurs qui lisent le même roman vont visualiser le roman différemment, vont le projeter mentalement différemment, vont le colorier différemment, vont imaginer les personnages différemment. Un essai, c'est un peu plus compliqué quand même. Quand on lit un essai carré, structuré, etc., il n'y a pas beaucoup de marge de subjectivité. Et donc le lecteur, il subit l'essai. Il est écrasé par le poids de l'essai. Il n'est pas intégré. Là, on va entrer dans la dimension inclusive des quotas. mais il n'est pas, ou partie prenante, comme on dit dans la gouvernance. Mais en tout cas, il n'est pas acteur, il n'est pas sujet, il est objet. Dans le roman, il devient sujet, il co-construit le roman avec le romancier. Et d'ailleurs, on l'a vu en philosophie avec Socrate, le couple Socrate-Platon, où des gens quittent la dimension poétique, mais on reste quand même dans des subjectivités avec les dialogues, où il y a encore des personnages fictifs, imaginaires, archétypiques, etc. Et puis avec Aristote, c'est la rupture définitive. C'est le désert, c'est-à-dire il n'y a plus de personnages, il n'y a plus d'environnement, il n'y a plus de magie, mais il y a des concepts. Donc le concept a tué un peu cette dimension mythique de l'indicible, de ce qu'on ne peut décrire que poétiquement. Et le roman peut-être est une tentative de réhabiliter cette forme de magie, peut-être sécularisée, peut-être plus religieuse, mais c'est une forme de magie quand même qui invite un peu comme autour d'un feu. Quand un narrateur parle d'un dragon, et ben, tous les enfants imaginent, visualisent le dragon et même en peur. Ben, peut-être que le roman joue le rôle du troubadour ou de celui qui raconte des légendes et invite l'auteur à faire preuve d'imagination de manière active et pas de manière passive. Alors il y a un sujet, là encore, pour vous deux, mais je commencerai par vous, Marion. La question de la littérature engagée. Alors c'est un mot, là encore, fourre-tout. Et à la mode, tout le monde s'est défini comme un écrivain engagé. Alors, qu'est-ce que vous pensez pas moi, vous l'aurez noté. D'accord, voilà, ce serait l'occasion de clarifier les choses. Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de roman engagé ? Alors, si je me souviens bien, une définition qu'on donnerait à la littérature engagée serait une littérature visant à soutenir un propos politique, principalement. Donc, la littérature engagée, c'est la personne qui écrit pour dénoncer quelque chose. Et là, décidément, pour les gens qui ont vu Les Inconnus ou pour ceux qui ne connaissent pas ce sketch, il faut vraiment aller voir Florent Bunel, qui est donc la figure du chanteur engagé. C'est principalement, je crois, avec les poètes de la Résistance que l'expression a commencé à sortir un petit peu. Certains d'entre eux étaient à New York et n'étaient pas dans le maquis du Vercors. Donc leur engagement, je ne vais pas dire qu'il est... Bon, si, en fait, leur engagement était à relativiser, parce que quand Romain Gary décide de s'engager pour la France, il part au fin fond du Maroc et il manque d'y crever. Donc là, on a un engagement qui ne passe pas par la prose. Aujourd'hui, l'écrivain engagé, c'est celui qui va vous expliquer qu'il a écrit un livre parce qu'il pense qu'il y a tel problème à dénoncer à travers son livre. Et la plupart du temps, c'est encore une commande du marché. C'est-à-dire que si demain, j'écris un livre sur un thème à la mode, en me croyant engagé contre le phénomène, et que je me retrouve invitée sur tous les plateaux télé, c'est que déjà, il y a un problème. On n'a pas vu Malcolm X invité à l'ambassade des États-Unis de France à l'acmé de la ségrégation raciale. Donc, un auteur engagé qui est invité partout, déjà, méfiez-vous. Je pense que vous le faites déjà. Et en réalité, la figure de l'écrivain engagé, c'est déjà quelqu'un qui accepte une commande de l'État ou de l'air du temps. Parce que l'engagement, par exemple, pour la famille, bah, il ne va pas être invité sur les plateaux. Déjà, il faut qu'il soit publié, ça va être le premier filtre. L'engagement pour la paysannerie, à la limite, on peut de temps en temps regarder un documentaire ou un film, mais un livre authentique sur ce que l'agro-industrie est en train de faire aux derniers paysans, parce qu'il faut quand même les appeler comme ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est déjà pas le sujet le plus glamour, le plus chouette, le plus à la mode. Mais par contre, parler d'écologie via les gaz à effet de serre, ça, par contre, ça passe, mais pas les paysans. Donc,
même si on choisit l'écologie, on voit qu'il y a des thèmes autorisés en écologie, mais qu'il y en a d'autres qui le sont nettement moins. Et donc, la figure de l'écrivain engagé aujourd'hui est une sorte de faux feu pour brouiller la vision des gens pendant que derrière, on prépare une autre offensive. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et de toute façon, l'écrivain authentique est déjà engagé, puisque j'ai déjà dit au fil de cet entretien que je n'écrivais pas sans mettre ma peau sur la table. Donc, que voulez-vous d'autre comme engagement si vous savez que j'écris en laissant de côté absolument tout pour m'offrir à mon texte? Je suis déjà engagée, en fait. Et moi, depuis que je pense à cette question de l'écrivain engagé, j'ai tendance à dire que je suis engagée vis-à-vis de la vérité. Donc, je ne suis pas engagée par rapport à une cause politique. Je ne suis pas engagée par rapport à une idéologie. Je suis engagée par rapport à la vérité. Et ce qui est très inquiétant en France aujourd'hui, c'est que on va vous prêter des intentions politiques quand vous dites la vérité. Par exemple, on a eu les affaires des méga-bassines récemment. Je me suis renseignée sur le sujet et je me suis rendue à l'évidence. Les méga-bassines, c'est une manière de confisquer l'eau des nappes phréatiques pour les besoins agricoles les plus gourmands en eau qu'on devrait de toute façon arrêter de pratiquer sur des terres sèches. C'est du bon sens. C'est de la confiscation de nappes phréatiques. Donc, c'est de la confiscation d'eau potable. Donc, on ne peut pas autoriser ça. Et en plus, quand on découvre de quoi on parle, on voit que même dans la paysannerie conventionnelle, c'est une infime minorité d'agriculteurs qui se déclarent favorables aux méga-bassines parce que c'est leur intérêt, c'est leur champ. Donc ce n'est pas la position principale du syndicat principal des paysans déjà engagés dans l'agro-industrie. Donc c'est un truc de méga niche. Et donc vous dites ça parce que c'est la vérité, sachant qu'en plus, quand l'eau est stockée dans les méga-bassines, on perd entre 20 et 40% de l'eau par l'évaporation. Donc vous avez toute une série de faits pour vous faire prendre conscience de quoi vous parlez. Et quand vous en parlez, on pense que vous êtes dans la politique. Je prends le sujet des méga-bassines parce que c'est ce qui m'a le plus marqué. Moi, il y a eu des gens pour dire « Ah ouais, t'es super engagé à gauche. » Mais je m'en fous. Je veux avoir à boire, pardonnez-moi. Il me semble que j'ai le droit de m'inquiéter de l'état des nappes phréatiques du pays dans lequel je vis. Et donc, je dis que je suis contre les méga-bassines pour la vérité, pour les faits, dans une époque en plus qui se prétend obsédée par le check, fax, machin. Vous voyez, dès qu'il y a un anglicisme, j'arrive même pas à le dire correctement. Et quand on découvre la vérité par soi-même et qu'ensuite on la défend, on entend qu'on est engagé. Alors dans ce cas, ça veut dire que dans mon cas, je ne suis engagée que vis-à-vis de la vérité, mais je ne peux plus supporter ces écrivains soi-disant engagés qui, en même temps, ne trouvent pas de problème à être sponsorisés par l'État via des invitations des collèges-lycées, dans des instituts français, etc. Donc, ils sont tous engagés, par exemple, contre le racisme systémique, mais ils prennent l'argent de l'État français pour aller frimer dans des instituts français prestigieux dans les capitales occidentales. Donc, encore une fois, est-ce que Malcolm X était payé par le gouvernement américain pour aller parler du racisme systémique des États-Unis en 1965 ? Donc, on marche vraiment sur la tête. Un auteur ne peut être engagé que vis-à-vis de la vérité et par extension, il est engagé vis-à-vis de ses personnages. C'est-à-dire qu'un auteur qui a décidé de donner la vie à un personnage ne peut pas trahir son personnage en faisant faire à son personnage quelque chose qui ne va pas avec le profil psychologique, si je puis dire, qu'on lui a donné. Donc, on est engagé par rapport à ses personnages. Et on est engagé par rapport à ses lecteurs. C'est pour ça que moi, j'ai ce fameux truc de l'écrivain qui se réveille à 4 heures du matin. Je ne prends pas mes lecteurs pour des cons et je ne veux surtout pas me contenter d'un texte bien mais sans plus ou d'un texte médiocre. C'est pour ça que je vais jusqu'au fin fond. Et en fait, une fois que vous écrivez avec la vérité, avec le respect de vos personnages, avec le respect de vos lecteurs, vous n'avez pas besoin de vous engager dans une cause politique ou dans un verbiage d'auto-marketing pour plateau télé. Ça ne peut pas marcher. Et c'est aussi ce qu'on vous demande. C'est pour ça que si vous comptez vivre du roman, fatalement, ce blabla narcissique et préconçu et fake, est-ce que vous voulez, vous le sentez venir de très loin. Mais parce que moi, je sens que des fois, on me tend des perches. Je sens que c'est ce qu'on me demande. Récemment encore, comme Faux départ avait été traduit en Allemagne, on m'a invité dans un institut français en Allemagne, qui n'était pas celui de la capitale,
On m'a invité dans un institut français en Allemagne et je sentais que les questions qu'on me posait m'engageaient à dire que la France était un odieux pays raciste parce que c'était quelques jours après le début des, entre guillemets, émeutes qui ont mis des pans entiers du territoire à feu et à sang. Et donc, je sentais l'espèce de jouissance malsaine de l'Allemand qui veut se convaincre que la France, c'est pire que les États-Unis, qu'on abat les Noirs et les Arabes à bout portant dans la rue en plein jour. Et je sentais la joie malsaine du « Ah, vous habitez en Seine-Saint-Denis, comment ça se passe les émeutes ?» Vraiment de la joie malsaine. Hein. On comprend que le concept même vienne de chez eux, que mes lecteurs allemands me pardonnent. Et donc, moi, je me suis contentée de dire « Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est pas des émeutes. Enfin, les mecs ne sont pas des guévaristes surentraînés à la rhétorique politique. Ils ne s'en prennent pas aux institutions de l'État. Ils n'exigent pas une démission du gouvernement. Et c'est principalement des gamins de 15 ans qui cassent les vitrines des pères de famille qui veulent vendre leur pain. Et là, je peux vous assurer que ça a jeté un froid. Voilà. Mais pour vous dire, si j'avais été dans une stratégie de calcul, j'aurais commencé à dire « Ah, mais c'est horrible, hein. C'est horrible. La police tue tout ce qui bouge. Moi, j'habite en Seine-Saint-Denis, je me sens pas à l'aise. » Voilà, j'aurais pu commencer à rentrer là-dedans. Et je pense que l'écrivain dit engagé, en fait, il serait allé sans aucune espèce de problème. Donc voilà, pour moi, le seul engagement qui existe, c'est celui vis-à-vis de la vérité, vis-à-vis de soi-même. Ça va avec ce que je disais tout à l'heure. Soit vous continuez à tracer votre route, soit vous suivez celle que dessinent les autres. Mais dans ce cas, vous n'êtes plus vous-même. Vous allez perdre vos amis, vous allez perdre votre langage, le ton même de votre voix va changer. C'est que vraiment, vous misez très gros à accepter des compromis. Et l'écrivain engagé, je continue, il est là quelque part pour confisquer la parole. C'est-à-dire que l'écrivain, par exemple, qui va arriver et dire « Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Moi, j'ai compris les gilets jaunes, je vais en parler, moi-même, je suis transclasse. » Il va blablater et à la fin, il n'aura rien dit des gilets jaunes. L'écrivain dit engagé, en réalité, va confisquer la parole de ceux qu'il prétend représenter. Donc, typiquement, vous avez un écrivain qui va arriver, qui va dire « Halte là, tout le monde dégage. Moi, j'ai grandi à la campagne. Ma mère était femme de ménage et mon père garagiste. Ils sont à découvert tous les mois. » Entre parenthèses, oui, mais si tu gagnes 300 000 balles à chaque bouquin, pourquoi tu les aides pas? Fermons la parenthèse. Donc, un type va arriver, dire qu'il est transclasse et va dire qu'il connaît mieux que personne les gilets jaunes. Donc, il va être invité sur les plateaux en tant qu'écrivain engagé en faveur des gilets jaunes. Il va sortir son baratin et à la fin, vous pouvez être sûr qu'on n'aura rien saisi du mouvement des gilets jaunes en l'écoutant. Et quelque part, il est pratique, ce type ou cette nana. Ceux qu'on fait venir en étant engagés sur certaines questions bloquent la parole des autres. Et ça marche aussi pour la question, entre guillemets, des minorités. Moi, je me souviens que juste avant le confinement de 2020, il y avait une campagne pour les municipales. Et dans la ville de Seine-Saint-Denis, dans laquelle je vis, il y avait une petite campagne de présentation des candidats. Et donc, ils se sont dit, on arrive en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes, on va faire un truc antiraciste, machin. Et c'était très drôle parce que les candidats arrivent et disent on est pour la mixité sociale et raciale dans les collèges, on veut lutter contre le racisme, on veut lutter contre les blancs méchants qui mettent leurs enfants dans l'école catholique pour éviter de mettre leurs enfants avec des Noirs et des Arabes, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a plein de femmes de ménage noires qui ont levé le doigt pour dire en fait, ça, on s'en fout. Nous, on veut du boulot, on veut un commissariat, on veut qu'il y ait des profs remplaçants quand nos gamins n'ont pas de profs remplacés. Et donc, en fait, dans le cas de l'antiracisme, l'antiraciste de plateau engagé, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il parle comme la femme de ménage ou est-ce qu'il parle comme le candidat LFI? Il parle comme le candidat LFI. Et il empêche finalement les préoccupations des femmes de ménage de remonter. Donc, l'écrivain engagé, c'est un agent du système, faute de pouvoir le désigner autrement, et c'est un pare-feu permanent. C'est un pare-feu permanent. On dit aux gens, mais vous voyez qu'on vous représente, il y a des Noirs à la télé, il y a des Arabes, il y a des pauvres, il y a des transclasses, il y a des homosexuels, il y a des femmes battues, mais il n'empêche que malgré cette fausse représentation, le contenu des discussions dans la rue ne correspond jamais à ce qu'on présente comme de la représentativité dans les médias. Donc
pour utiliser une bonne vieille rhétorique de gauche qu'on aime bien ici, l'écrivain engagé est un social traître. C'est premièrement un usurpateur, parce qu'il vend l'idée qu'il connaît bien ce dont il parle et qu'il le connaît par le vécu, un vécu qui souvent est intégralement imaginé et inventé. Et puis, deuxièmement, moi ce que je comprends, c'est que le problème n'est pas dans l'engagement en tant que tel, mais c'est dans l'engagement intéressé. Oui, c'est-à-dire un engagement qui nous amène effectivement à trahir, à duper les gens, à faire semblant de défendre une cause qu'on ne défend pas, et qui nous amène vers une pente qui est totalement glissante. Mais l'engagement qui est spontané, qui nous dépasse au nom de la vérité, peu importe la couleur du moment que prendra cette vérité, et pour être accidentellement de gauche, de droite, en dehors du champ politique, mais c'est la vérité qui est notre quête. Au contraire, c'est ce qui fonde en partie l'écrivain, c'est d'être dépassé, d'œuvrer au profit de quelque chose qui le dépasse et qui a une quête permanente de vérité. Et d'ailleurs, il est souvent tout le temps dans le doute et jamais dans les certitudes. Et puis là, les exemples ne manquent pas. Enfin, quand Bernanos, qui s'engage en Espagne, finit par critiquer les franquistes, ou quand Simone Veil, elle aussi, vient en Espagne et finit par écrire à Bernanos en disant finalement, vous êtes a priori un catholique de droite et je ne pourrais n'avoir rien à vous dire, mais je me rends compte que j'ai beaucoup plus à vous dire qu'à mes camarades, c'est qu'effectivement... à un moment donné, ou dans l'histoire de France, en tout cas, le CNR, c'est ça. Hein. Dans le Conseil national de la résistance, vous avez des bouffeurs de curés avec des membres du clergé, avec de l'aristocratie, avec de l'ouvrier mécano. Enfin, voilà. Donc, à un moment donné, la vérité, effectivement, nous dépasse. Et encore une fois, dans le discours médiatique, qu'est-ce que vous avez ? Il y a toujours ce truc du l'écrivain engagé est fatalement de gauche. Il appelle à voter pour la gauche et il appelle à sauver la gauche, un peu comme disait Baudrillard, il faut sauver les baleines. Et donc en fait, on s'en fout de la gauche ou de la droite, si ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Et c'est aussi pour ça, alors je ne vais pas dire non plus 150 fois au fil de l'entretien que je viens ici, puisque j'y suis, mais moi je viens ici en me contrefoutant des gens qui ont été invités avant et des gens qui seront invités après. Je viens parce qu'on me laisse un espace d'expression. Parce que je sais qu'ici, si je dis Clouscar, on ne me dit pas pouvez-vous répéter la question s'il vous plaît et finalement, ici, il y a un espace de liberté que je ne peux pas trouver n'importe où. Donc, la vérité, on s'engage dans la vérité. Et finalement, je ne crois pas à l'engagement politique. Voilà. Ou à un moment donné, c'est contextuel, la politique correspond à la voie qui peut nous amener vers la vérité qu'on veut défendre. Tout à fait. Mais... Tu vas rebondir? Oui, je voudrais juste lancer Marion sur quelqu'un qu'on aime énormément et à qui je pense quand je l'entends parler, c'est Pasolini. Donc, je voudrais juste revenir en arrière et l'écouter parler de Pasolini si elle veut bien. Qui a mal fini, rappelons-le. Oui, donc Pasolini lui-même, qui était pourtant du Parti communiste italien, même s'il s'en est fait évincer, pendant le mai 68 italien, il dit qu'il est du côté du CRS et non pas du côté des étudiants, puisque les étudiants sont des enfants de bourgeois, ce qui à l'époque est vrai. Hein, pour aller à l'université en Europe occidentale dans les années 60, c'est quand on est un enfant de bourgeois. Et lui dit qu'il se sent plus près des CRS parce que ce sont des enfants des campagnes pauvres d'Italie qui n'ont rien trouvé de mieux pour survivre dans les grandes villes. Et Pasolini, c'est exactement ça. Finalement, il n'a pas eu à cœur de faire autre chose que de porter un message de vérité. Et on suppose que c'est quand même de ça qu'il est mort. Voilà. Puisqu'il s'était lancé dans une enquête éminemment complexe et périlleuse au sujet des conflits d'intérêts de la mafia et d'énormément de ficelles économico-financières autour de l'État italien. Et oui, Pasolini, c'est effectivement quelqu'un... à qui je pense très souvent, parce que c'est quand même quelqu'un qui était certes invité sur les plateaux télé de son vivant, parce que c'était une autre époque. Il y avait quand même objectivement beaucoup moins de censure qu'aujourd'hui. Un Pasolini aujourd'hui ferait ce que je suis en train de faire, il irait sur Internet. Il ne serait vraiment pas invité sur un plateau télé. Pasolini était encore invité, il pouvait écrire dans les journaux, mais il n'empêche que quand il sortait dans la rue, il y avait un nombre incroyable de personnes qui l'insultaient et qui lui crachaient dessus. Et ce, jusqu'à la dernière entrevue qu'il a donnée la veille de sa mort. Donc, il a connu probablement ça toute sa vie. Et lui aussi était tellement engagé vis-à-vis de la vérité que dès le mi-temps des années 60, il a refusé de dire que la société de consommation était un progrès. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très facile à dire. Mais expliquer
à des paysans du Mezzogiorno italien que la société de consommation va voler leur âme, donc pareil, il se disait athée, mais lui aussi était très mystique et très spirituel, il allait expliquer à des paysans que la société de consommation était périlleuse à une époque où ça ne semble pas être autre chose qu'une bénédiction de la modernité. Il faut n'être engagé que du côté de la vérité. Voilà. Et donc, oui, Pasolini fait partie de mes figures tutélaires, si je puis dire. Enfin, je sais très bien que je ne lui arriverai jamais à la cheville, mais il faut bien tendre vers quelque chose. Et donc, oui, Simone Weil, donc la philosophe, pas la fonctionnaire, donc Simone Weil, Pasolini, Bernanos, ce sont quand même des gens qui tirent vers le haut. Comme on et dit, qui, à leur manière... c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Oui, tout à fait. On le paie toujours cher. La France contre les robots de Bernanos, c'est terrifiant. Ça fait partie des lectures qui m'ont fait mal physiquement. Parce que quand je lisais, j'étais obligée, au bout de 2 ou 3 pages, de reposer le texte. Parce que c'était d'une telle justesse, c'était d'une telle intelligence. Et c'était très offensant, comme on dirait aujourd'hui. Parce qu'il traite son lecteur d'idiot. En tout cas, c'est les autres qui traitent d'idiot. Mais tout son texte est ponctué d'imbéciles, avec des points d'exclamation. Et en étant sensible, ça fait partie de ma fiche de poste, on va dire, j'avais l'impression que c'est moi qui traitais d'imbécile. Et je me sentais vraiment imbécile en le lisant. Et c'est une lecture incroyable, La France contre les robots. J'invite vos abonnés à se procurer le livre le plus rapidement possible s'ils ne l'ont pas lu. Il décrit absolument tout. Et pendant vers la fin du livre, il décrit la France contre les robots, qui sera un pays dans lequel on demandera au moindre garçon de café ou au moindre portier d'être un auxiliaire de police. Et derrière, vous avez quoi? Vous avez la Covid, où des garçons de café vous demandent vos papiers d'identité, en gros. Et donc, lui-même était déjà sidéré dans les années 40 que pour pouvoir voyager, où là, je vais pour le coup répéter l'air du temps, voyager est un droit humain. Pas nécessairement faire n'importe quoi chez les autres, mais se déplacer est un droit. Ne serait-ce que pour voir sa famille, pour rencontrer des gens, pour je ne sais quelle raison, se déplacer est un droit. Bernanos s'est déjà choqué dans les années 40 que pour se déplacer aujourd'hui, il faille donner ses empreintes digitales comme un mafieux. Voilà. Donc il avait déjà vu l'horreur du passeport biométrique, sans la nommer évidemment. Il avait déjà saisi l'horreur de la reconnaissance faciale, et sans le savoir, il avait déjà nommé l'horreur du pass vaccinal. Et là, on se dit que c'est très difficile d'être écrivain sans être un petit peu médium pour capter des choses de cette finesse-là. Enfin, là, on a affaire non pas à un cerveau, puisque l'époque, c'est la mode du cerveau. On a là affaire à quelqu'un qui a un cœur très développé. D'ailleurs, dans la tradition, on parle toujours du cœur. On polit son cœur par la prière ou par la méditation. On comprend les textes religieux par le cœur. Et le cerveau n'intéresse absolument pas les anciens. C'est un organe qui sert peut-être à coordonner les mouvements et à déclencher la faim. Mais ce qui intéresse tous les anciens dans toutes les traditions, c'est toujours le cœur. Et je veux dire, avec des écrivains de cette trempe, on le voit, ce sont toujours des gens qui ont fait passer la vérité avant le reste, qui ont fait passer la vérité avant leurs intérêts. Donc, les décisions venaient de leur cœur et non pas de leur cerveau. Et on voit très bien que Pasolini n'a jamais pu se contenter d'écrire des essais. C'est quelqu'un, donc c'est le livre que je suis en train de lire actuellement, qui répondait au courrier des lecteurs dans une feuille de chou communiste. Et donc, il y avait des mineurs avec une syntaxe approximative qui lui envoyaient des questions, des fois des questions de cœur, et lui allait répondre. C'est quelqu'un qui était fasciné par l'art, qui a tourné des films, enfin... aujourd'hui, qui se prétend engagé, va parader sur des plateaux et est capable, gratuitement, sincèrement et sans caméra braquée sur lui, est capable de répondre à un courrier des lecteurs. Voilà. Ou de produire à la fois de bons romans, de bons essais et de bons films. Et sans compter que Pasolini était également poète. Et que quand on lit sa poésie en version originale, on tombe quand même de sa chaise. Donc... oui, pour répondre donc à Mohamed, c'est une figure tutélaire que je remercie tous les jours.
Après, il y a, pour conclure, parce qu'on est déjà à 1 minute 25 à peu près, alors vous disiez que quand on est subversif, quand on est réellement un écrivain, ou romancier en l'occurrence authentique, eh ben on ne parade pas, on n'est pas invité déjà, et puis on n'est pas sous les projecteurs de la machine capitaliste. Et au contraire, on est marginalisé, voire clochardisé dans certains cas. Mais des fois, quand la machine est en panne, quand il y a un problème dans l'engrenage, ce qu'on a vu plusieurs fois dans l'histoire du capitalisme, le capitalisme a toujours démontré une capacité à digérer ses pires ennemis. Notamment le capital Karl Marx, qui est présent dans toutes les librairies et bibliothèques du royaume, des deux royaumes, de France et du Maroc. Et, Che Guevara est devenu un porte-clés, voilà, effigie pour t-shirt et pour des gens qui fument des joints. Malcolm X. Malcolm X, pareil. Donc il arrive toujours à digérer ceux qui le combattent, etc. Mais des fois, il est plus subtil. C'est-à-dire que pour dépasser une contradiction, il arrive même des fois que le capital en vienne à propulser devant les caméras des dissidents pour recréer une illusion de contradiction. Et des fois, le dissident, il y croit réellement. Je veux dire, il est honnête, il dit « je profite d'une occasion, je ne refuse aucune tribune pour porter la bonne parole ». Alors, comment ne pas tomber dans le piège? Parce que ça me fait penser à la trilogie Matrix, où effectivement, on est dans une matrice, puis on découvre qu'on est dans une matrice, il y a des gens qui se rebellent, mais à la fin, on découvre que toute la rébellion a été voulue par la matrice pour se purger, se purifier. Donc, n'y a-t-il pas un risque d'être authentique, mais quand même, il y a ce qu'on appelle le prince des ténèbres, je veux dire, une forme de génie du mal, de la manipulation. Oui, absolument. Moi, ça me fait penser à un autre film merveilleux de Sidney Lumet, Network. Donc, on a le personnage principal, qui est un présentateur de JT sur le retour, qui apprend que son JT va être supprimé et qui annonce à l'antenne qu'il va se suicider. Et à ce moment-là, l'audimat grimpe. Et ce type qui n'a plus rien à perdre, on lui confie, dès les années 70, un talk show dans lequel il pousse les gens à se rebeller contre le système. Et ça marche tellement bien que, évidemment, personne ne se rebelle. L'émission devient archi rentable. Et je vais un peu faire de divulgachage. Donc, ceux qui n'ont pas vu le film peuvent couper le volume à ce moment-là. Mais à un moment donné, il profite vraiment trop de son talk show pour finir par dire des choses beaucoup trop subversives. Et d'ailleurs, ce film, aujourd'hui, serait taxé de complotiste parce qu'il finit par parler des intérêts économiques de l'État. À un moment donné, il est invité chez un industriel qui lui demande d'aborder certains sujets et qui essaye de le corrompre. Donc lui, en fait, il est un peu comme Pasolini. Il arrive, il veut tout déballer et il se démerde à la télé pour le faire abattre en direct, en sachant qu'en plus, ça aussi, ça va faire grimper l'audimat. Donc vraiment, ce film est merveilleux. Et dans ce cas, en fait, on ne parle pas de dissidence invitée à la télévision, on parle d'opposition contrôlée. Donc en fait, s'il y a vraiment quelqu'un qui est naturellement trop incompatible avec la logique de marché, les médias, etc., le système va prendre le risque de l'inviter une ou deux fois, mais pas beaucoup plus. Et donc, après, le dissident invité lui-même va saisir, et c'est là qu'il y a une tentation. Il va se dire, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin pour continuer à être invité. Et puis d'eau dans le vin à eau dans le vin, à la fin, il n'y a plus de vin. Mais à un moment donné, voilà, c'est là qu'il y a la croisée des chemins. Il va se dire, soit je retourne d'où je viens, soit je mets un peu d'eau dans mon vin, mais je continue de rester sur les plateaux télé. Et là, il y en a plus d'un qui ont fait ce choix, et on a vu quand même un paquet de personnes commencer à écrire des textes profonds, intelligents, en tout cas avec une matière à réflexion, qui au bout de 10 ans à être le chroniqueur de service de la télé, finissait par parler comme la télé elle-même. Donc, le capitalisme a une capacité d'absorption, de masticage et de digestion de l'opposition, mais pour en faire de l'opposition contrôlée. L'opposition véritable, je pense qu'en fait, il ne peut pas la digérer. Voilà. Donc après, moi, je veux dire, si demain, par le plus grand des miracles, on m'invite à la grande librairie, j'y vais. Mais si on commence à me poser des questions orientées et que je réponds comme j'ai envie d'y répondre, je sais qu'il n'y aura pas de deuxième invitation. Voilà. Donc, il digère, mais il ne peut pas digérer tout le monde. Voilà.
D'accord. Donc, ce qu'il ne peut pas digérer, il l'occulte par une forme d'omerta. Personne n'en parle. Oui, Ça n'existe oui, pas. ou par, et là c'est des procédés soviétiques, par des étiquettes, donc machin sera antisémite, machin sera d'extrême droite, machin sera Crypto-fasciste. crypto-fasciste, voilà. Ouais. Mais c'est quand même un signe d'échec, Tout à finalement, fait. pour lui, quand il en est réduit à faire ça. Et puis, il reste quand même un espace d'expression qui s'appelle Internet. Donc, je ne sais pas, il va forcément y avoir une offensive. Mais Internet reste quand même un immense doigt d'honneur fait au reste, quand on sait en faire quelque chose de qualité, bien sûr. Faudrait en profiter parce que effectivement, ça risque de ne pas trop durer. On voit effectivement qu'il y a des gens qui s'agitent pour faire passer des lois. Et puis moi je me dis même que le jour où la machine sera réellement en danger, elle n'aura aucun problème à débrancher Internet, tout simplement. Oui, bien sûr. À couper tous les câbles, à éteindre tous les serveurs. Et là, le problème, c'est qu'on aura désappris à fonder des communautés incarnées, réelles, humaines, et que, étant devenu dépendant de la résistance par Internet, et ben peut-être c'est ce que veut le système au fond. C'est qu'on désapprenne à résister dans le réel et dans le concret. D'où les gilets jaunes. Pourquoi l'État a été violent avec les gilets jaunes? Parce que c'est le retour du concret, du réel. Les gens réinvestissent la rue. C'est plus Instagram, c'est plus TikTok, c'est la rue. Oui, mais il faudra voir dans le temps long ce que les gilets jaunes ont engendré. Pardon. Donc moi, je connais des gens qui étaient engagés dans le mouvement des gilets jaunes, qui, au moment des gilets jaunes, ont rencontré des camarades par Internet et qui ont fait le choix de déménager pour se rapprocher d'eux. Et ensuite, je veux dire, l'esprit humain et le corps humain ne sont pas bêtes. Si on débranche Internet et que pour survivre, il faut recréer des communautés humaines et sensibles, on trouvera quand même le moyen de le faire. Donc c'est dommage pour les copains qu'on se sera peut-être fait à l'autre bout de Taïwan, des francophones de Taïwan, mais et encore, on pourra très bien leur envoyer du courrier papier. Trouver des moyens de se voir, même si c'est que tous les 10 ans. Ça ferait une très bonne série je crois qu'il y a Netflix. toujours quand même des combines. Après, c'est sûr que couper Internet, ce serait une immense claque dans nos gueules, mais l'avantage, c'est que la partie se joue avec un nombre illimité de manches. Donc, voilà. Sur ces belles paroles. Défaite en défaite jusqu'à la victoire, c'est ça? C'est Mao Tse-tung. De défaite en défaite jusqu'à la victoire, sur ces belles paroles pleines d'optimisme. Appelez-moi au moment de la victoire, parce que de défaite en défaite, ça ferait. Marion Messina, merci infiniment. C'est une immense joie de vous rencontrer, en tout cas virtuellement, en attendant de le faire réellement. Et je rappelle que vous êtes auteur à l'origine d'un premier roman paru en 2017, Faux départ, que je vais m'empresser de lire dès demain. Et j'invite tous les lecteurs marocains et lectrices à commander sur Internet, parce que je ne sais pas si on peut le trouver en librairie. Non, donc il faudra le commander. On peut le commander dans toutes les librairies au Maroc. Prend 4 semaines et vous pouvez le recevoir. Et puis on aura le plaisir d'avoir un deuxième roman qui sort fin août, je crois. Oui, le 23 août même. Le 23 août. En tout cas, merci infiniment, Marion Messina. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.